d'amour, redites-moi des choses tendres. Votre beau discours. Alors, madame, monsieur, chers amis, je vous souhaite la bonne journée et je vous dis bienvenue chez moi. Alors, aujourd'hui, je viens vous offrir une série de petites capsules à contenu littéraire que j'ai coiffées du titre La plume amoureuse. Alors, pourquoi ce titre-là? Alors, je vous l'explique rapidement. C'est que j'ai voulu que ce soit associé à la situation suivante. Imaginons un romancier, une romancière en train d'écrire son œuvre et dans laquelle œuvre il ou elle introduit des passages relatifs au phénomène amoureux. Alors, donc, le titre La plume amoureuse fait référence à cette situation-là. Maintenant, les capsules elles-mêmes, de quoi vont-elles parler? Bien, je vais commencer par vous poser une question, ça va vous orienter un peu. Quand vous lisez des romans, il arrive très souvent que vous rencontrez des passages relatifs justement à l'amour ou au phénomène amoureux avec ces expressions. Alors ça peut être des paroles, des pensées amoureuses ou des gestes, des actes amoureux. Alors généralement, j'imagine que vous les appréciez parce que c'est doux, c'est tendre, c'est charmant. Mais quand vous rencontrez des passages qui sont un peu plus audacieux, osés, frappants, percutants, est-ce que vous êtes plutôt ouvert, ouverte? Est-ce que vous êtes accueillant, accueillante? Ou si vous êtes plutôt offensé, pour ne pas dire scandalisé? Alors, c'est une question qui, disons, se tisse à l'intérieur des 4 capsules. Il y a une autre façon de vous présenter le contenu, et là, je vous raconte rapidement un petit fait vécu. Un jour, j'ai été invité chez un ami romancier pour célébrer la sortie de son 6e roman. Alors, on était quelques personnes, et puis on discutait de ce roman-là, des autres romans précédents que nous avions tous lus. Et là, on lui présentait bien sûr nos hommages, nos éloges qui étaient tout à fait mérités. Mais à un moment donné, je me suis permis de lancer un petit caillou dans cette mare de louanges et j'ai dit à peu près ceci. J'ai dit, mon cher ami, quand tu écris des gestes ou des actes amoureux, je te le dis sincèrement, c'est charmeur, c'est romantique, c'est sentimental, c'est bien écrit, alors bravo. Sauf qu'à un moment donné, et tu sais de quoi je vais te parler, il y a ici et là un mot, une phrase, un paragraphe où là tu nous exposes des situations extrêmement audacieuses, osées, explicites. Et ça, je t'avoue que ça dérange un peu ma lecture. Ça vient comme briser la ligne harmonieuse que je suivais jusqu'à ce moment-là. Alors là, la discussion a démarré entre les personnes. Alors là, je ne vous donne pas le détail, mais je sais qu'il a été question de liberté d'expression du romancier, libération de la parole, révolution sexuelle, faire attention à la censure, faire attention au puritanisme. Alors, vous voyez à peu près de quoi on a parlé. Revenu chez moi, cette discussion-là me trottait dans la tête et à un moment donné a surgi une grande question. Je me suis dit, comment nos romanciers et nos romancières expriment-ils le phénomène amoureux? Jusqu'où vont-ils? Jusqu'où s'avancent-ils? Et pour trouver réponse à cette grande question, j'ai lu, ces 2 ou 3 dernières années, 50 romans québécois. Et ce que je faisais, c'est que quand je voyais un passage où il était question du phénomène amoureux, eh bien, je le pointais et je vous dirais même que je le transcrivais et avec cela, j'ai monté un document, un dossier d'environ 200 et quelques pages. Et c'est cela précisément qui m'a amené à penser aux capsules. Je me suis dit, peut-être que mes amis lecteurs et lectrices aimeraient ça savoir un peu comment les choses ont évolué, quels sont les romans que j'ai retenus, et c'est cela que les capsules vont contenir. Alors, les capsules vont contenir donc une présentation des romans. Ça va contenir, pas les 50, soit dit en passant, j'en ai retenu quelques-uns qui, j'espère, sont représentatifs. Alors, donc, présentation de romans, une description rapide de leur contenu,
J'ai également mis dans les capsules des observations personnelles et puis tout ça fondé sur des extraits que je vais vous présenter aussi. Évidemment, les 4 capsules vont s'échelonner dans le temps. Chacune va présenter une étape différente dans la production romanesque du Québec. Alors ainsi, aujourd'hui, dans cette première capsule qui est déjà entamée, nous allons regarder des romans du 19e siècle. Alors vous êtes sans doute en droit, c'est très légitime de vous dire que ce ne sont pas les romans les plus excitants en la matière, mais je tenais à les présenter parce que ça nous donne un peu notre point de départ. Quelle est la façon avec laquelle nos premiers écrivains ont traité la matière. Alors, le premier roman que je vous présente a pour titre Les fiancés de 1812. Il est écrit par M. Joseph Doutre et il est sorti en 1844. C'est un de nos tout premiers romans canadiens-français. Alors, qu'est-ce que c'est comme roman? Eh bien, essentiellement, c'est un roman d'aventure. Il y en avait beaucoup à l'époque. C'était très prisé par les lecteurs, lectrices. Alors, il y a là-dedans des déguisements, il y a des fuites, des fugues, des combats, des sauvetages, des retrouvailles, il y a même un duel. Alors, tous les ingrédients propres au roman d'aventure. Mais il y a aussi une petite histoire d'amour, c'est celle-là que nous allons suivre. Alors, d'un côté, il y a Louise, une jeune femme qui appartient à une famille plutôt aisée, une famille, je dirais, de la bourgeoisie de l'époque. Et puis de l'autre côté, il y a Gonzalve qui lui est un soldat, c'est un jeune officier de l'armée canadienne. Mais malheureusement, Gonzalve est un garçon qui est ruiné financièrement. Sa famille a eu des problèmes et puis il n'y a rien devant lui. Et c'est pour ça que le père de Louise ne voudra rien savoir de cette union-là. Alors c'est toute une contrariété qui est là dans le roman. Alors qu'est-ce que j'ai observé lorsqu'il y avait des passages relatifs au phénomène amoureux? Alors la première chose qui m'a frappé, c'est que quand l'amoureux est sous le charme de l'être aimé, bien, il va souvent s'épancher dans des paroles enflammées. Il va avoir des envolées romantiques, un peu en cela inspiré par le romantisme français. Et je vous donne un extrait pour appuyer cette observation. Alors Gonzalve s'adresse à un ami. Il lui dit, à propos de Louise, « Comment pourrais-je t'en donner une idée? Le soleil qui éclaire le monde, le vent léger qui soupire dans la forêt, la sirène qui fend les flots de l'océan, n'ont rien qui puisse égaler ses charmes. » Alors vous voyez, on rehausse le charme de l'être aimé en le comparant à des éléments grandioses, fantastiques de la nature. Alors donc, vous voyez que les propos de l'amoureux, dans le fond, sont beaucoup plus dithyrambiques, hyperboliques que modérés et réalistes. Une deuxième observation, ça concerne le corps et ses attraits physiques. Eh bien, l'auteur, comme beaucoup d'autres, amenuise un peu cet aspect-là. C'est un peu comme si on ne parlait pas beaucoup du corps et de ses attraits physiques. Et en revanche, on va parler plutôt des qualités intérieures. On va parler de sa valeur morale. On va parler de la finesse de l'intelligence. On va parler de son esprit supérieur. Alors voici un exemple, un extrait où l'auteur parle via Gonzalve. Alors il dit ceci: « Mais que sont encore toutes ces qualités corporelles? Sont-elles capables de donner une idée de mon adorable Louise? Comment pourrais-je te peindre ce caractère angélique? Il suffirait cependant pour l'apprécier que tu entendisses un seul mot de sa bouche divine. » Une troisième observation, vous avez certainement entendu, et puis il y en a partout dans les romans, il y a des connotations religieuses. Ce ne sont pas des romans qui font la propagande de la religion, pas du tout, mais il y a toujours des mots, des phrases qui appartiennent à l'univers religieux.
sûrement parce que l'époque était fortement teintée et même soumise, je dirais, à la religion. Alors, vous avez entendu par exemple ceci, la femme aimée possède un caractère angélique, elle possède une bouche divine. Et je pourrais même, dernière citation de ce roman-là, vous rappeler que lors des toutes premières rencontres que Gonzalve avait eues avec Louise, il disait ceci: chaque jour, je revenais à la même heure au lieu où je l'avais vue la première fois, jusqu'à ce qu'enfin j'eus le bonheur d'échanger avec elle un regard d'intelligence, regard profond et éloquent qui devait unir nos deux âmes pour la vie. Passons maintenant à un deuxième roman. C'est un roman tout à fait différent, mais alors là, un roman que vous connaissez bien, c'est Angéline de Montbrun de Laure Connan, un roman publié en 1884. Alors, Angéline de Montbrun, c'est un roman tout à fait à l'opposé du roman de tantôt, Les fiancés du 112. Ce n'est pas du tout un roman d'aventure, loin de là. Donc, il n'y a pas d'exploit, il n'y a pas de poursuite ou de quoi que ce soit. C'est un roman psychologique qui s'attache surtout au mouvement intérieur des personnages, et notamment comment dirais-je, du côté amoureux, hein, du sentiment amoureux qui est présent dans l'intériorité des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a de façon un petit peu plus précise? Eh bien, Angéline, c'est une jeune, belle et vertueuse jeune fille qui habite avec son père veuf. Et il y a un jeune homme, Maurice, qui s'est épris d'elle. Et puis, si mes souvenirs sont exacts, je pense qu'il y a des projets d'union, de mariage en cours. C'est un projet, mais ça n'arrivera pas parce qu'il y a un accident arrive au père. Un autre accident arrive à Angéline et ça viendra contrecarrer le projet en question. Alors, mes observations, bien, vous allez voir que malgré la grande différence entre les deux romans, les observations se rejoignent. Premièrement, j'ai retrouvé des aspects, vous savez, ces élans lyriques, ces effusions romantiques, bien, j'en ai trouvé là-dedans. Par exemple, Maurice écrit à sa sœur Mina et il lui parle d'Angéline. Il dit: elle portait une robe de mousseline blanche et le vent du soir jouait dans ses beaux cheveux flottants. Ses yeux, as-tu jamais vu de ces beaux lacs perdus au fond des bois, de ces beaux lacs qu'aucun souffle n'a ternis et que Dieu semble avoir fait pour refléter l'azur du ciel? Qu'elle est belle! Il y a en elle je ne sais quel charme, en elle, quel charme souverain qui enlève l'esprit. Quand elle est là, tout disparaît à mes yeux et je ne sais plus au juste s'il est nuit ou s'il est jour. Vous voyez aussi une autre observation qui rejoint le premier roman. Il y a une sorte d'amenuisement des attributs physiques et de la beauté corporelle, parce qu'on insiste beaucoup sur l'intériorité. Alors Mina, par exemple, va répondre à son frère, dans une lettre, elle aussi, elle va lui dire: son éclatante beauté éblouit trop tes pauvres yeux. Tu ne vois pas la beauté de son âme, et pourtant, c'est celle-là qu'il faut aimer. Puis enfin, une autre observation qui rejoint le premier roman, il y a des allusions, enfin des rapprochements ou des connotations religieuses. Vous avez entendu tout à l'heure Dieu créateur des beaux lacs, l'azur du ciel, la beauté de l'âme. Alors ce sont tous des éléments qui se rapprochent de la religion de l'époque. En passant, il y a une petite phrase à méditer, et c'est Angéline qui note, c'est à propos de l'amour. Elle dit: l'amour chez l'homme, et là je me suis demandé est-ce que c'est l'homme en tant que mâle, masculin, ou si c'est plutôt l'homme en tant qu'être humain, donc ce qui pourrait convenir autant à l'homme qu'à la femme. Alors, l'amour chez l'homme est comme ces feux de paille qui jettent d'abord beaucoup de flammes,
mais qui bientôt n'offre plus qu'une cendre légère que le vent emporte et disperse sans retour. Je reviens sur cette image de la mousseline blanche pour vous faire part un peu d'une observation que je me faisais. Je me disais que Lorcana, en habillant son héroïne, son modèle de femme de la sorte, je pense qu'elle a voulu mettre vraiment en priorité la pureté, la délicatesse, le côté un peu princesse de son héroïne, son aspect aérien et pourquoi pas son aspect virginal. Alors tout compte fait, je dirais que c'est un roman que je relirai. Et si vous ne l'avez fait, je pense que je pourrais aisément vous suggérer de le faire. C'est peut-être le seul roman du 19e que personnellement je trouve, disons, susceptible d'être revu. Vous vous demandez s'il y a est-ce qu'il y a des scènes de sensualité ou de sexualité dans ces romans du 19e? Personnellement, au niveau sexualité, je n'en ai point vu. Ça règle la question. Est-ce qu'il y en a dans d'autres romans? Peut-être, mais j'en doute. Au niveau sensualité, bien, il y a un petit quelque chose que je voudrais vous offrir. Il s'agit d'un troisième roman dont je ne vous parlerai pas beaucoup. Il a pour titre Les Ribauds, une idylle de 37. Alors, on est dans le contexte de la rébellion de 1837-38. C'est écrit par le docteur Ernest Choquette et c'est publié en 1898. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien, nos deux amoureux sont les personnes suivantes. D'un côté, vous avez Madeleine Ribaud, qui est la fille du docteur Ribaud. Ce n'est pas son prénom. Et ce docteur Ribaud est un ardent patriote. Et de l'autre côté, une horreur, vous avez l'amoureux qui est un officier britannique, un officier de l'armée britannique, et qui s'appelle Percival Smith. Alors vous voyez la situation conflictuelle, et tout au long du roman, il y aura beaucoup d'empêchements qui vont venir contrecarrer les plans, le désir de se voir de ces deux amoureux-là. Mais pourtant, un jour, ils vont se retrouver. Et là, j'ai une petite scène à vous offrir qui traite un peu de sens, de sensualité. Alors, le docteur Choquette écrit ceci. Et sur ses grands yeux, il s'agit des yeux de Madeleine, et sur ses grands yeux noyés d'amour, de larmes, de tristesse, de bonheur, mêlés, elle sentit avec extase se poser les lèvres brûlantes de Percival. Alors c'est peu, mais c'est quand même nouveau, parce qu'il y a là un rapprochement entre les deux et il y a un contact. Il faut se rappeler que entre les fiancés de M. Doutre et les Ribauds du docteur Choquette, il y a quand même un espace de 50 ans qui les sépare. Je termine avec d'autres observations rapides. Le garçon amoureux, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais dans les romans du 19e, eh bien, le garçon amoureux a lui aussi toutes les qualités. On ne parle pas vraiment des attributs physiques, mais on va dire il est beau, il est brave, il est loyal, généreux, il est réservé. Alors, il y a toutes sortes de qualités qu'on aura probablement, sûrement même, de la peine à trouver chez les gens ordinaires, chez les hommes ordinaires du 19e. Petite observation aussi, les âges de l'amour. Alors, dans tous les romans du 19e, les amoureux sont des jeunes. 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'est toujours là, le garçon étant peut-être un petit peu plus vieux. Et puis, il n'y a aucune place, je n'en ai point vu, pour de l'amour entre des gens adultes, et encore moins chez les personnes aînées. Alors voilà, c'est ce qui complète la première capsule qui parlait de romans du 19e. Alors, dans la capsule 2, que je vous invite à regarder quand vous voudrez, il sera question de romans qui se situent au 20e, je dirais dans la première moitié du 20e. Et ça, je vais vous le redire. Alors, je vous remercie pour le moment. Et puis, bien, à très bientôt. Je vous attends.